Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'étude Case-témoin, également connue sous le nom de Case Control Study. En regardant la médecine fondée sur les preuves, ou le triangle de la médecine fondée sur les preuves, nous constatons que l'étude Cas-témoin se trouve au sommet de cette pyramide, précisément en jaune. En regardant cette pyramide, on trouve à sa base les études descriptives, comme l'étude de cas ou l'étude transversale, appelée cross-section. Elles sont suivies par les études analytiques, comme l'étude de cohort ou cohort study, ou l'étude cas témoin, case control study, qui est le sujet de cette vidéo. Ensuite viennent, en termes de puissance, les études cliniques randomisées ou contrôlées, appelées clinical trial study ou randomized clinical trial study. Ensuite, en termes de puissance et de fiabilité des preuves, viennent les revues systématiques contrôlées ou systematic review, qui sont des analyses approfondies, et les études de méta-analyse ou méta-analysis, qui combinent les résultats de plusieurs études pour une conclusion plus robuste. Et comme je l'ai mentionné précédemment, ce type d'étude se trouve, comme nous le voyons ici, en jaune. Et lors de la réalisation de ce type d'étude, il est possible de tester l'hypothèse. C'est exactement l'inverse de l'étude de cohorte. En effet, dans une étude de cohorte ou cohort study, on commence par la cause et on attend le résultat. Tandis que dans une étude cas témoin ou case control study, on commence par le résultat et on recherche la cause. Ainsi, dans la cohort study, on commence par la cause, alors que dans la case control study, on commence par la maladie ou le résultat. Et ce type d'étude est considéré comme efficace pour certaines maladies. Par exemple, si nous voulons étudier pour les enfants atteints de fente labiale ou palatine, fente labiale, fente palatine, c'est plus facile d'amener un groupe d'enfants. Ils sont nés avec une fente labiale et en les comparant à un groupe d'autres enfants qui n'ont pas de fente labiale et en cherchant la raison à cette lèvre. Par exemple, est-ce que les mères ont fumé pendant la grossesse? On commence par la maladie et on remonte à la cause de cette maladie. Si nous voulions réaliser une étude de cohorte ou cohort study, on ferait venir des mères qui fument et on les comparerait à d'autres mères qui ne fument pas, puis on attendrait ou de connaître le nombre d'enfants nés avec une fente labiale dans les deux groupes, ce qui est une méthode inefficace. Par conséquent, pour certains sujets, ce type d'étude est considéré comme plus efficace que l'étude de cohorte. Ainsi, ce type d'étude se situe généralement dans le passé, où l'on commence par la maladie ou le résultat et on remonte à la cause dans le passé. C'est donc une étude rétrospective. Par conséquent, ce type d'étude diffère de l'étude de cohorte en ce qu'il se déroule uniquement dans le passé. De plus, dans ce type d'étude, il n'est pas possible de calculer le taux d'incidence des nouveaux cas. On peut calculer la prévalence de la maladie, mais il n'est pas possible de calculer l'incidence. Par conséquent, on peut calculer le rapport de cote, odds ratio, dans ce type d'étude, mais il n'est pas possible de calculer le risque relatif, relative risque. Donc, si nous prenons cet exemple, si nous voulions mener une étude sur l'hépatite virale de type A et que nous voulions connaître la cause de cette hépatite virale, on sélectionne un groupe de personnes atteintes d'hépatite virale de type A et on les compare à un autre groupe non atteint afin de déterminer la cause de cette maladie dans le passé. Ainsi, ce type d'étude se distingue par son excellence pour les maladies rares. Il est également considéré comme une excellente étude pour les maladies qui prennent beaucoup de temps à se développer. De plus, il est plus efficace en termes de temps et de coût, mais il présente les inconvénients suivants. Premièrement, il y a un risque de biais lors du choix des groupes, surtout lors de la division entre le groupe des malades et le groupe témoin, et parfois il y a un biais dans la façon d'évaluer les cas. Et parmi les problèmes les plus courants rencontrés dans ce type d'étude, il y a ce qu'on appelle le biais de rappel, recall bias, qui survient lorsqu'on demande aux participants, des choses concernant le passé. Il se peut qu'ils ne puissent pas s'en souvenir, ce qui entraîne donc ce qu'on appelle le biais de rappel. Enfin, lors de la réalisation d'entretiens avec les personnes, cela peut conduire à ce qu'on appelle le biais d'interview, interview bias, où la manière de poser les questions peut induire un certain biais.
De plus, il n'est pas possible de calculer le coefficient des nouvelles infections. On peut utiliser le coefficient de la prévalence de la maladie. De même, nous ne pouvons pas parler d'une cause claire et directe de la maladie par rapport à les études de cohorte ou les études RCT. Dans ce schéma, nous expliquons comment réaliser ces études. Un groupe de personnes atteintes de la maladie est comparé à un autre groupe non atteint, puis on leur demande la cause de cette maladie en se référant à des éléments du passé, soit par le biais d'un sondage, d'un questionnaire, des questionnaires, ou bien on obtient ces informations à partir du dossier médical du patient ou du medical record. Voici les étapes détaillées pour mener cette étude. On réunit un groupe de personnes atteintes de la maladie et on les compare à un autre groupe non atteint. Ensuite, on leur pose des questions sur certains éléments du passé en utilisant une enquête ou un survey ou en consultant les dossiers médicaux ou medical record. Après cela, on recueille les résultats et on effectue les analyses statistiques nécessaires pour déterminer si il existe une cause dans le premier groupe de participants plus que dans le second groupe de participants. Comme cela a été mentionné précédemment, dans ce type d'études scientifiques, on teste l'hypothèse principale. Et lors du test approfondi de l'hypothèse, nous pouvons alors parler de manière plus précise de cause ou de causalité. Nous pouvons ainsi déterminer de façon certaine si ce facteur spécifique est une cause directe de la maladie ou non. Voici l'ensemble détaillé des étapes qui sont suivies lors de la réalisation de ce type d'études.